Bonjour à toutes et à tous, bonjour aux élèves de 3e et bienvenue pour cette nouvelle émission de cours d'histoire sur les ondes de Radio ACB. Nous allons aujourd'hui aborder le dernier volet de ce chapitre sur la guerre froide avec la fiche 3 que vous avez pu, je l'espère, télécharger sur Pronote. C'est-à-dire 1989-1991, la fin de la guerre froide. Avant ça, message pour les 3e au Brac, j'ai oublié de leur joindre hier la fiche 2. Donc l'erreur est corrigée, ils peuvent la télécharger, d'autant que de toute façon, je vous ai déjà mis le corrigé de la fiche 2. J'ai également rajouté le corrigé du brevet blanc au format PDF. Si vous avez des difficultés avec le format .doc qui avait été mis, c'est pas normal, j'aurais dû vous mettre un PDF tout de suite. J'espère que vous avez pu regarder les vidéos également que je vous avais conseillées. Je me suis rendu compte qu'il est beaucoup plus aisé de vous indiquer les liens vidéo sur le cahier texte même, dans ce qu'on a fait le jour même, plutôt que dans ce qui est à faire. Donc vous verrez, vous avez des liens hypertextes qui vous permettent d'aller tout de suite sur la vidéo. Il fallait également terminer la carte du monde bipolaire, sur laquelle vous pouviez rajouter les crises qu'on a vues hier, notamment la crise de Berlin et la crise de Cuba, dans les grands cadres qui se trouvent sur la carte, sur laquelle vous auriez déjà pu mettre également la guerre de Corée, dont on avait parlé à la première séance. En ce qui concerne le tableau des deux blocs que je vous avais donné à la première séance, vous aurez un corrigé de ce tableau avec le corrigé de la fiche 3 qu'on fait aujourd'hui. Peut-être avez-vous fait également la carte mentale que je vous proposais, itinéraire 2, page 101, sur la crise de Cuba. C'était un exercice facultatif, mais qui permettait de bien réviser, sous forme de carte mentale, la double page de document. Aujourd'hui, donc, 1989-1991, la fin de la guerre froide. Comment s'achève cette guerre froide ? Eh bien, on va aller sur deux principaux théâtres d'opération. On ira voir ce qui se passe dans les pays d'Europe de l'Est, et puis on verra quelle est la politique menée par l'URSS, et puis ce qui se passe évidemment à Berlin. Pour démarrer cette séance, on peut reparler de la situation de l'URSS à cette époque-là. Donc on se situe dans les années 80. À la mort du dirigeant soviétique Léonid Brejnev en 1982, l'URSS est dans une situation économique et politique désastreuse. Les secteurs agricoles et industriels sont à la baisse. Et au début de l'année 1980, l'Union soviétique importe même du blé en provenance des États-Unis. Le niveau de vie des soviétiques s'accroît certes un petit peu, mais demeure toujours en dessous de celui des populations les moins favorisées d'Europe occidentale. La société soviétique est en crise. Alcoolisme, délinquance, corruption, et le pays a besoin d'être redressé. Les successeurs de Brejnev, qui ne durent pas longtemps, vont être succédés par le dirigeant Mikhaïl Gorbatchev en 1985. Si vous prenez la planche de documents que je vous avais donnée, vous l'avez en photographie. En 1985, Mikhaïl Gorbatchev doit sortir l'URSS et le bloc communiste du marasme économique et du conservatisme. Eh bien, il va se lancer dans une politique tout à fait nouvelle, qui répond au nom soviétique de perestroïka, qui veut dire reconstruction, rénovation, mais également de glasnost. Glasnost qui signifie la transparence, c'est-à-dire qu'on ne veut plus cacher les choses comme on les cachait précédemment, par exemple à l'époque stalinienne. Donc le nouveau dirigeant espère mettre en place une refonte totale du système et développer la démocratie dans ce pays, associé démocratie et socialisme. La politique menée par Gorbatchev va être aussi une politique de détente et on peut retrouver cet aspect-là des choses sur le document 3. Il est dit du polycope, c'est-à-dire de la planche que je vous avais proposée. Donc ce document 3, si vous l'avez sous les yeux, c'est un graphique. Ce graphique s'intitule « La course aux armements nucléaires ».
vous avez deux couleurs, une couleur bleue pour les États-Unis, une couleur rouge pour l'URSS, qui indiquent le nombre d'ogives nucléaires détenues par les grandes puissances. Vous voyez, c'est assez dingue, 30 000 ogives du côté des États-Unis, jusqu'à 40 000 du côté soviétique, de quoi faire sauter une bonne partie de la planète à l'époque. Et on remarque qu'à partir des années 70, il y a des accords qui sont signés, alors ça c'est des accords SALT, on en avait parlé la dernière fois, mais vous voyez que du côté soviétique, à partir de 86-87, ce sont les années où Gorbatchev est au pouvoir, eh bien on voit une diminution du nombre d'ogives nucléaires du côté soviétique. Donc on peut noter sur la fiche de travail, en 1985, Mikhail Gorbatchev devient le dirigeant de l'URSS, donc ça c'est noté. Document 3 Polycope, partisan de l'apaisement, il engage avec les États-Unis une politique de désarmement nucléaire. Une politique de désarmement nucléaire. Alors l'attitude de Gorbatchev vis-à-vis des démocraties populaires d'Europe orientale, c'est-à-dire des pays communistes d'Europe centrale, on pourrait dire également, ces pays qui sont sous contrôle soviétique depuis la Seconde Guerre mondiale, eh bien ça va être là aussi une attitude de détente. Et officiellement, en 1988, l'URSS va reconnaître la souveraineté pleine et entière de ces pays socialistes. Ça signifie donc que chaque pays, chaque démocratie populaire est libre de son destin. Vous vous en doutez, cette nouvelle liberté accordée va libérer ces pays-là de la menace d'une intervention militaire soviétique dans leurs affaires intérieures, et c'est la porte ouverte, là aussi, aux réformes dans ces pays d'Europe centrale. Il est noté à ce sujet sur votre fiche de travail, dans les pays d'Europe de l'Est, l'opposition au communisme se développe sans que l'URSS ne réagisse. Alors je vous rappelle que depuis la mise en place du mur de Berlin et la fermeture des frontières de la RDA, il n'est plus possible aux gens d'Allemagne de l'Est de sortir du pays, il n'est plus possible d'aller à l'Ouest, les frontières sont bloquées. Eh bien, le desserrement de l'étau soviétique va se manifester dans ces pays d'Europe centrale et communiste. On peut parler de la Hongrie qui va en 1989 adopter la Convention des Nations Unies sur le statut des réfugiés. C'est-à-dire que les réfugiés de RDA qui pourraient se trouver dans son pays, ils ont la possibilité de sortir vers la RFA en passant par la Tchécoslovaquie. Cette décision va encore plus loin puisque le gouvernement hongrois décide d'ouvrir sa frontière avec l'Autriche, c'est-à-dire avec un pays qui est du côté du camp occidental. Une brèche vient de s'ouvrir dans le rideau de fer et ça continue avec la Pologne. Alors la Pologne va organiser ses premières élections libres. Ces élections vont donner la victoire au mouvement Solidarité. C'est la mise en place du premier gouvernement non communiste depuis 1945. À cette nouvelle migration des Allemands de l'Est vers l'Ouest, eh bien, il faut également mentionner des mouvements de manifestation régulièrement, notamment en Allemagne de l'Est, en RDA. Les dirigeants d'Allemagne de l'Est réagissent par la manière forte. La direction communiste est-allemande, SED, répond en envoyant des contingents de la Stasi, la police politique de ce pays-là. Et le dirigeant à l'époque, est-allemand Erich Honecker, est hostile à la perestroïka gorbatchevienne. Selon lui, il faut tenir et combattre les éléments hostiles au socialisme. Gorbatchev, lui, est partisan de la réforme. Il vient d'ailleurs à Berlin-Est, rencontre les dirigeants et il les prévient du danger de ne pas procéder à temps aux changements nécessaires qui peuvent donc remettre en question l'existence même de la RDA. En Allemagne de l'Est, les manifestations continuent avec le slogan « Le peuple, c'est nous » au mois d'octobre 1989. Dans tout le pays, la mobilisation populaire est importante. Le pouvoir en place hésite, les partisans de la répression sont finalement mis en minorité. Le dirigeant Honecker démissionne, il est remplacé par Egon Krenz en RDA. Et malgré son conservatisme, le dirigeant prend toutefois l'engagement de procéder à d'importantes réformes, dont l'organisation d'élections libres. Enfin, la direction communiste
annonce et décide le 9 novembre d'accepter des demandes de voyage à l'étranger sans avoir à justifier la raison. Donc en clair, ça veut dire vous pouvez quitter le pays. Et cette annonce qui est faite lors d'une conférence de presse, eh bien, cette réponse fait suite à une question d'un journaliste et le dirigeant a été surpris, ne sachant pas répondre à la question quand est-ce que la mesure sera effective. Il a répondu, eh bien, à ma connaissance, la mesure est immédiatement effective. Et à partir de là, la population est-allemande apprend la nouvelle, se rend au poste frontière à Berlin, par exemple, devant les barrières, et les gardes de l'Allemagne de l'Est vont céder puisque la nouvelle est quand même officielle et ils vont ouvrir les barrières pour laisser passer les gens de RDA vers la RFA. La frontière est libre, le mur de Berlin est tombé. Nous sommes le 9 novembre 1989 et les Berlinois de l'Est comme de l'Ouest convergent vers ce qui n'est plus qu'une paroi de béton, en l'occurrence ce mur, défigurant inutilement la ville. Les manifestations reprendront d'ailleurs dès le lendemain contre le pouvoir en place. Ces manifestations, depuis la chute du mur, réclament de nouvelles choses. Ce n'est plus seulement le Parti communiste dans son ensemble qui est visé, mais c'est le principe même de la séparation des deux Allemagnes qui est maintenant refusé. Le chancelier ouest-allemand Helmut Kohl va présenter un plan en 10 points pour surmonter la division de l'Allemagne en deux pays. Et finalement, fin janvier 1990, l'URSS accepte cette réunification inévitable. Des élections sont d'ailleurs organisées en Allemagne et le parti de la réunification l'emporte, qui aura un traité de signé le 3 octobre, presque un an après la chute du mur, le 3 octobre 1990, l'Allemagne est réunifiée. On peut donc revenir sur la trace écrite de l'affiche, document 4, page 99. Le 9 novembre 1989, c'est une date que vous pouvez souligner en rouge dans votre cours, en tout cas le mois, novembre 89, c'est la chute du mur de Berlin. Le 9 novembre 1989, c'est la chute du mur de Berlin et la réunification de l'Allemagne. Alors, on va garder le nom de l'Allemagne de l'Ouest, c'est-à-dire République fédérale allemande. On aura une organisation fédérale également dans la partie est du pays. Je n'ai pas mis la date sur votre cours, c'est vrai que vous auriez pu aussi rajouter la date de la réunification de l'Allemagne, RFA, 1990. On a vu ce qui s'est passé en Hongrie et en Pologne. Eh bien, les autres pays européens, Roumanie, Tchécoslovaquie, vont également se libérer de la domination communiste et votre fiche indique, dans toute l'Europe de l'Est, les régimes communistes s'effondrent. Des élections libres peuvent être organisées et la démocratie est remise en place. On va revenir maintenant aux affaires en URSS. Alors, votre fiche indique document 4. C'est vrai que sur la fiche même, vous avez une carte qui porte le numéro 4, mais il faut également regarder le document 4 que vous avez sur la planche. Et c'est ce document 4 de la planche de documents que l'on va lire maintenant. Vous avez le texte sous les yeux. Le texte s'intitule « La fin de l'URSS ». C'est le discours de démission de Mikhail Gorbatchev qui date du 25 décembre 1991. On le lit. Chers compatriotes, concitoyens, je mets fin à mes fonctions de président de l'URSS. En cette heure difficile, pour moi et pour tout le pays, alors qu'un grand État cesse d'exister, je reste fidèle à mes principes, c'est-à-dire principes de réforme et de transparence. Nous vivons dans un nouveau monde. La guerre froide est finie. La menace d'une guerre mondiale est écartée. La course aux armements et la militarisation insensée sont stoppées. Nous sommes ouverts au monde, nous avons renoncé à l'ingérence, c'est-à-dire l'intervention extérieure. Nous avons renoncé à l'ingérence dans les affaires d'autrui, c'est-à-dire des autres pays, par exemple les pays d'Europe centrale. Nous avons renoncé à l'ingérence dans les affaires d'autrui, à l'utilisation des forces armées en dehors du pays. En réponse, nous avons obtenu la confiance, la solidarité et le respect. Les peuples,
les nations ont obtenu une liberté réelle pour choisir la voie de leur autodétermination. Et bien voilà, le discours est clair. Gorbatchev met en priorité un objectif démocratique, un objectif de liberté. Il recevra d'ailleurs le prix Nobel de la paix. Mikhaïl Gorbatchev est obligé de démissionner. Son objectif de réussir l'association entre démocratie et socialisme en URSS n'arrive pas à se faire, d'autant qu'à l'époque, il doit affronter les velléités de Boris Eltsine, qui sera le futur président de la République de Russie, qui lui également propose une alternative à cette situation de chaos en URSS. En effet, les conservateurs soviétiques vont écarter Gorbatchev dans un premier temps, ils vont tenter de restaurer l'ordre soviétique en URSS, mais finalement, le président de la République de Russie, Boris Eltsine, reprend en main la situation. Le démembrement des différentes républiques se fait jour. Finalement, ce pays va disparaître en 91. Un certain nombre de républiques de l'URSS vont elles aussi pouvoir obtenir l'indépendance. Je pense notamment aux pays baltes. Il y a également l'Ukraine, la Biélorussie. C'est la carte que vous voyez en dessous. L'URSS disparaît. Cependant demeure la République de Russie, qui est la plus vaste, qui reste d'ailleurs aujourd'hui le plus grand pays au monde en termes de superficie. On peut donc noter sur votre fiche, document 4, en 1991, 15 républiques d'URSS se détachent de l'Union et deviennent des États indépendants. Et deviennent des États indépendants, virgule, dont la République de Russie. Dont la République de Russie. Gorbatchev doit démissionner, virgule, l'URSS disparaît en 1991. L'URSS disparaît en 1991. Pour revenir au sujet général qui nous occupe, c'est-à-dire la guerre froide, on voit que l'URSS, à ce moment-là, à la fin des années 1990, est devenu le centre décisif des évolutions diplomatiques et historiques de la fin du XXe siècle. Ainsi, le pacte de Varsovie est dissous en 1991, tandis que l'OTAN demeure. Si on fait le bilan de cette guerre froide, vous le devinez, le vainqueur, c'est le camp de l'Ouest, le camp américain, suite au forfait du camp de l'Est, des soviétiques. C'est suite à la disparition de l'URSS que finalement le camp capitaliste et américain sort vainqueur. À l'Ouest, et notamment du côté des États-Unis, le discours du vainqueur l'emporte, c'est-à-dire c'est la victoire du libéralisme et du capitalisme. On semble se diriger vers une organisation qui ne sera plus bipolaire, mais finalement unipolaire, un seul pôle, unilatéral, avec la victoire du camp de l'Ouest. L'avenir nous dira que ce n'est pas si simple. La géopolitique du monde va s'orienter plutôt vers une organisation multipolaire avec différents pôles de confrontation et d'influence au niveau mondial. Je vous lis la conclusion de ce chapitre. Pendant plus de 40 ans, deux systèmes, deux idéologies se sont affrontés dans le cadre de la guerre froide. La chute de l'URSS voit la victoire du bloc capitaliste. Quelle nouvelle organisation du monde s'ensuivra ? Je viens de vous en donner quelques éléments de réponse. Sur le corrigé que je vais vous envoyer, vous aurez la correction du tableau des deux blocs que je vous avais proposé de faire, ainsi que les capacités du chapitre, comme je vous les propose habituellement. Jetez un coup d'œil d'ailleurs sur les définitions, page 104, en ce qui concerne les notions à maîtriser. Pour la prochaine fois, je vous ai proposé de compléter la chronologie et le tableau de synthèse que je vous ai donné en pièces jointes. Vous lisez les capacités, relisez votre cours et on vient de terminer ce chapitre. Il serait bon de faire un exercice d'évaluation à ce sujet. Donc, je vous ai proposé page 109. Vous avez un commentaire de document sur le mur de Berlin qui est pas mal. Et puis sinon, vous avez une partie rédigée portant sur les principales crises de la guerre froide. Donc c'est au choix, l'un ou l'autre, sur feuille. Rendez-moi ça dans le courant de la semaine prochaine. Je vous laisse jusqu'au milieu de semaine prochaine à peu près pour faire ce travail.
en espérant que vous n'êtes pas trop surchargé de travail. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute. À bientôt pour la suite des événements et la suite de l'histoire sur les ondes de Radio ACB.